J'aurais voulu vous poser une question qui serait commune aux quatre intervenants et pour des questions pour chaque respective. Euh, euh, Chaque intervenant, mais donc il faudrait que je respecte le temps et donc je voudrais poser des questions en 5 minutes. Et donc je voudrais poser à chaque intervenant euh, une question. Euh, donc, euh, en ce qui concerne monsieur, c'est une question adressée à monsieur Candelier. Le titre était l'approche plurielle. Donc, je pensais au départ que c'est un exposé sur la méthodologie, mais il y avait des questions du but et des objectifs. Et donc, ma question consiste par rapport à l'approche singulière. Monsieur Candelier a dit que l'approche plus réelle est beaucoup plus efficace. Y en a-t-il des exemples concrets? Et ensuite, à Madame Yamazaki. Donc, vous avez parlé de la... Ah, pardon. Le lien entre le soi et l'autrui était une des questions qui a été évoquée dans son exposé. Et lorsque on apprend en une langue, au début, faire ce lien est possible, mais pour le développer, au niveau de l'enseignement de langue, par exemple, comment on peut intégrer l'apprentissage du chinois ou du coréen. Et, c'est une question qui s'adresse à Monsieur Martinez, donc qui a dit que l'enseignement n'a pas simplement l'objet de développer le savoir et le savoir-faire, mais également le développement de savoir-être, l'affirmation de l'identité et son application. Dans le cadre de l'enseignement de langue, comment peut-on développer le savoir-faire, le savoir devenir? Je voudrais savoir s'il y a des exemples concrets pour le faire. Je voudrais bien le savoir. Et donc, ensuite, à Madame Fujiwara, en ce qui concerne l'enseignement de la langue Allemagne, les résultats des enquêtes que vous avez menées et me convainquent tout à fait. Et donc, par rapport à l'anglais, et comme l'anglais se va aborder sous aspect utilitaire, comme une langue qui permet de faire des achats à l'étranger, qui permet d'avoir un bon travail, bénéficier d'une promotion, mais les motivations des étudiants qui apprennent l'anglais me semblent tout à fait saines. Et donc, afin d'assurer cette mauvaise de motivation, et quelles seront les politiques qui seraient adaptées à le faire. Et une question qui s'adresse à l'ensemble des intervenants. Que il y a l'UNESCO a fait une recommandation il y a 60 ans
Et donc, la formation, le développement de la personnalité et ma question. Quels sont les rapports qui pourraient exister entre le développement de la personnalité et l'enseignement de langue. Donc, même parmi ceux qui apprennent des langues, il y a des personnes qui sont hostiles, à des tout à fait chauvins. Donc, une autre question concerne l'enseignement de la langue maternelle et l'enseignement, surtout au niveau de l'enseignement supérieur, comme pour les résidents étrangers et les minoritaires, comment le cadre européen prévoit quelques mesures pour préserver leur langue. Je crois avoir compris, même avant la traduction, que c'est à moi de répondre le premier. Alors, je crois que tout d'abord, je dois vous demander d'excuser la démarche que j'ai dû utiliser pour ma présentation. Parce que je devais en même temps vous parler de ces approches qui existent et qui sont concrètes, je vais revenir en 2 minutes là-dessus, et en même temps de les situer par rapport au cadre, et au cadre le CECR. Et j'ai bien sûr privilégié la demande qui m'était faite et qui était de parler du cadre. Donc ça vous rendait les choses très difficiles. Pour maintenant vous aider peut-être à rattraper un peu cette difficulté, vous avez sur le résumé, il y a l'adresse du site de ce CARAP, du site de ce cadre, dans lequel, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de matériaux didactiques. C'est-à-dire ce sont des choses qui existent. Et ces approches que l'on appelle approches plurielles se sont développées parallèlement d'ailleurs au développement du cadre. Il y a d'ailleurs une trentaine d'années, donc même quelquefois de façon antérieure, et on s'est rendu compte finalement, au moment où on réfléchissait à ce que pouvait être une éducation plurilingue et une formation plurilingue, qu'on avait déjà des approches qui avaient travaillé dans ce domaine, qui est d'une part celui de la mise en relation entre des langues, et ça c'est très concret, comment est-ce qu'on peut aider l'apprenant à mettre en relation des langues, et d'autre part des domaines tels que l'ouverture à la diversité, la motivation pour l'apprentissage des langues multiples. Bon, donc le matériel existe, il était même antérieur très souvent au cadre européen, et ce que nous avons fait avec ce CARAP, c'est simplement d'essayer de voir quels étaient les objectifs qui étaient poursuivis par ce type de matériel et de faire un référentiel d'objectifs qui vient donc compléter d'une certaine façon le cadre européen de référence. Alors, pour en savoir plus, donc le site, je vous indique que sur ce site, nous venons d'ouvrir dans la série PowerPoint que vous avez trouvé sur le site, des PowerPoint en japonais, qui seront destinés à nos amis japonais pour que vous puissiez regarder d'un peu plus près, y compris dans votre langue, ce qui est dit. Alors, un dernier mot, les approches plurielles ne sont pas là pour remplacer l'enseignement d'une langue. Bien sûr qu'il faut continuer à apprendre les langues, bien sûr, mais c'est là pour faciliter, en les mettant en relation et en développant une motivation à la diversité, c'est là pour faciliter les apprentissages linguistiques. Voilà. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Monsieur Shimura, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, je voudrais regrouper des questions. Monsieur Yoshimura, s'il vous plaît. Je suis Yoshihito Masahito, je viens de l'université Nara, l'université d'éducation de Nara. Et je suis spécialisée en anglais, mais je n'enseigne
pas l'anglais pour le moment. Et je travaille pour la maîtrise et doctorat pour la formation des professeurs de l'école primaire. Et surtout, je visite très souvent des écoles primaires. Et donc, dans mon contexte, je fais des recherches sur la pratique de l'enseignement de l'anglais aux écoles primaires. Alors, en ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères à l'université, et il s'agit de l'école primaire, l'entrée, et l'université, la sortie. Donc, il faut, quand on réfléchit sur l'enseignement des langues étrangères, il ne faut pas s'intéresser seulement à l'enseignement effectué à l'université, mais il faut avoir une vue sur l'ensemble de l'apprentissage des langues étrangères. Et donc, je précise que je me situe à l'entrée, c'est-à-dire à l'école primaire. Il y a des activités de diversification des langues qui s'effectuent dans le cadre de l'école primaire. J'aimerais bien me permettre de poser une question à chacun des intervenants. D'abord, la question destinée à M. Candelier, avec qui j'ai déjà collaboré. Et justement, la semaine dernière, à l'université de Keio, avec Mme Atsuko Koishi, et nous avons eu un atelier de travail sur les activités plurilinguistes à l'école primaire. Et donc, vos idées, votre conférence convient très bien à mes réflexions. Et l'idée, la notion de plurilinguiste ne peut pas être appliquée très facilement dans la pratique des langues étrangères. Et vous essayez de surmonter ces lacunes par le biais de CARAP et pour ancrer le plurilinguisme dans les outils même utilisés dans l'enseignement de l'école primaire. Et il y a des compétences visées et afin d'atteindre ces compétences, on est obligé d'utiliser des outils qui sont inclus dans les notions qui viennent d'être exposées. Et c'est donc il faut développer nos activités et nos matériels pédagogiques. J'aimerais bien vous poser une seule question qui consiste à savoir, dans la pratique, comment on peut évaluer l'effet des compétences réalisées. Est-ce qu'on peut utiliser les critères d'évaluation proposés par le CARAP et le savoir, l'attitude, savoir, compétence, attitude, il y a 3 catégories. Et surtout, pour évaluer l'attitude, j'aimerais bien savoir si vous avez des critères à proposer. Est-ce que vous avez bien compris la question? Donc, je voudrais poser une autre question à Monsieur Yamazaki, et l'idée de critères aux repères. Et pas seulement en matière de CECR, et des savoir-faire ou des autres compétences sont motivées et pour permettre aux étudiants d'établir des rapports humains. Il y a des rubriques qui visent ces objectifs. Et je reste tout à fait admiratif, mais je me demande si dans cette idée-là, l'idée de plurilinguisme est mise en valeur ou mise en œuvre, mais je n'ai pas compris comment, de quelle façon la réalisation ou la mise en pratique de ces idées est réalisée. J'aimerais bien poser une autre question à Monsieur Martinez. Il y a comment comme l'attitude est fortement inclue et l'attitude ne peut pas être changée par des enseignements, et pour rectifier ou pour améliorer l'attitude, quels sont les moyens qui existent?
Et j'aimerais bien poser une autre question à Madame Fujiwara. Vous avez fait une étude sur l'image des enfants et vous avez dit que en première année de collège, il y avait déjà des images figées. Et justement, l'éducation effectuée à l'école primaire doit avoir influencé sur la formation de ces images figées. Et donc, l'enseignement de l'école primaire est tout à fait responsable. Et les images figées qui ont été construites, ancrées dans la tête des enfants, est-ce que c'est possible de rectifier ou améliorer ou enrichir ces images figées au niveau universitaire par le biais de contacts avec des Allemands ou des anglophones? Alors, quelles sont les méthodes ou des moyens concrets qu'on peut utiliser? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les questions sont regroupées. Et je donnerai maintenant la parole à Monsieur Yamazaki pour qu'il puisse répondre à ces deux questions. Et je donnerai Monsieur Kendré répondra en dernier. そうですね。Pour la question posée par Monsieur Morizumi, je crois qu'il y a eu une petite mauvaise interprétation. Et c'est vrai que l'enseignement des langues étrangères peut être le début de la compréhension internationale. Je vous ai montré un schéma qui montrait certaines compétences communicatives comme comprendre, ensuite être capable de faire quelque chose, ensuite relier. Donc, ça ne représente pas aucunement l'ordre dans lequel cette compétence communicative s'acquérissent. Donc, on peut d'abord être lié à un phénomène d'origine étrangère. Ensuite, ça peut avoir des retentissements sur sa propre formation linguistique. Et dans mon intervention, je suis en général, j'ai évité l'emploi du terme pays ou État ou nation. Donc, au Japon, il y a une communauté qui parle coréen. Et pour nos membres de l'équipe de libération, quand on parle des voisins, ça commence par les gens qui sont à côté de nous. Donc, l'État n'a pas un élément très important dans notre conception, dans la conception de nos références. Mais dans la réalité, c'est vrai, quand on parle une langue, cette langue est souvent parlée par les gens qui forment un pays. Ça, c'est indéniable. Et qu'est-ce que l'enseignement des langues étrangères peut faire? C'est d'abord comprendre les enjeux que représente la société actuelle globalisée. Et pour comprendre les enjeux, il faut avoir conscience de certains nombres de choses. Et l'enseignement des langues étrangères peut servir à donner des occasions pour qu'un apprenant lui-même réfléchisse et comprenne comment on peut avoir ces compétences nécessaires pour vivre donc dans une société globalisée. Et comment le plurilinguisme et pluriculturalisme sont reflétés dans nos références. Je n'étais pas très claire, paraît-il, mais quelqu'un qui est capable d'utiliser des langues différentes a forcément une compétence, plus de compétences que ceux qui ne le font pas. Donc, l'enseignement des langues étrangères permet à un apprenant de se développer humainement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et donc, Monsieur Martinez. Merci, je serai très très bref. Je réponds à Monsieur Morizumi. Savoir-être et savoir devenir, ce serait banal de le mentionner.
je crois que c'est moins banal d'insister dessus et de faire, comme je l'ai dit, le privilégier, c'est-à-dire lui donner une place beaucoup plus importante. Et ça passe, puisqu'on m'a posé la question des moyens, ça passe par l'inscription de ces objectifs beaucoup plus fortement dans une perspective plurilingue d'abord, dans le curriculum ensuite, et dans l'offre de formation. Je vais donner un exemple qui m'a été demandé, le cas du français. Enseigné dans une perspective francophone, comme plusieurs des personnes présentes le font déjà, je le sais, ici, dans leurs cours. La francophonie permet une réflexion sur le développement en général, sur les situations plurilingues, sur l'image des langues, dans leur rapport, par exemple à travers le système colonial. Elle permet une réflexion sur la démocratie ou sur l'environnement. Et donc, il est parfaitement possible de développer ce volet très important à mes yeux de savoir-être et savoir-devenir. Pour répondre à M. Yoshimura, changer l'attitude est parfaitement possible. Ce n'est pas parce qu'on a des observations que je comprends, comme celle de Madame, les stéréotypes n'ont pas beaucoup évolué, qu'il ne faut pas essayer de les faire évoluer. C'est le travail des enseignants et du dispositif pédagogique. D'une observation, il n'y a pas à tirer une fatalité. Voilà ma réponse. Madame Oudiola. Et je crois que j'ai eu deux questions similaires. D'abord, j'aimerais bien répondre à la question comment on peut motiver, comment on peut donner une motivation saine aux étudiants et comment on peut modifier l'image classique et figée. Alors, c'est-à-dire une image saine qui a été donnée à l'enfance et il faut changer, transformer ces images en une image qui n'est pas saine. Mais la vie quotidienne est diverse en Allemagne même et il faut que les étudiants comprennent la diversité de la vie quotidienne des Allemands. Donc, il faut créer un matériel pédagogique qui réponde à cet objectif. Et il faut utiliser aussi des matériels vidéo authentiques qui représentent la réalité allemande. Et en classe, quelles sont les activités que nous appliquons? Et il faut, à travers les activités, il faut que les étudiants prennent conscience de leur image figée. Et par exemple, nous pouvons apporter un grand nombre de magazines pour que les étudiants fassent des collages, des photos, des images, et ils vont composer un collage et le résultat montre bien que leur image sur l'Allemagne est stéréotype. Et après avoir étudié l'allemand pendant 1 an, nous comparons le résultat montré au début de leur apprentissage et le résultat similaire à la fin de leur apprentissage. Et il faut aussi mener des activités en dehors de la classe. Nous avons beaucoup d'étudiants étrangers, dont certains Allemands, qui servent de tuteurs avec qui les étudiants peuvent avoir des contacts et les étudiants prennent conscience de diversité des personnes même. Et puis, nous faisons une activité de diviser la classe en 2 groupes, d'accord et pas d'accord. Par exemple, pour un événement important qui a eu lieu en Allemagne, et nous essayons de faire se prononcer par ces 2 groupes. Alors, le rapport entre la formation de personnalité et l'enseignement de langue étrangère, savoir-être, c'est très difficile à gérer et parce que nous discutons avec des enseignants natifs pour réfléchir
comment on peut faire l'enseignement dans le but de formation de la personnalité. Et donc, Monsieur Cadry. Oui, bon, je vais être très bref. En tant qu'ensemble de descripteurs de savoir, de savoir-être et de savoir-faire qui sont à développer chez les apprenants, le CARAP peut être considéré comme une base de ce dont on doit ensuite vérifier la présence à la fin d'un curriculum. C'est clair. Maintenant, toute la question est de savoir comment est-ce que l'on peut mettre en relation ce que les étudiants ou les élèves sont capables de faire, ce qu'ils savent et les attitudes qu'ils ont avec les descripteurs du CARAP, c'est-à-dire comment retrouver ce lien avec le réel. Bon, première réponse, ça n'a pas été la première préoccupation des personnes qui ont construit le CARAP, qui pensent que la première urgence, c'est d'abord de savoir comment enseigner avant de savoir comment évaluer. Certaines personnes qui ont travaillé avec nous essayent de réfléchir en ce moment de façon pas très organisée, je dois dire, à la façon dont on peut justement vérifier la présence de ces savoirs, savoir-être et savoir-faire. Voilà, c'est un élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que beaucoup de ces savoirs, savoir-être et savoir-faire sont des savoirs, savoir-être et savoir-faire sociaux, en particulier justement les savoir-être, les attitudes. Et qu'il peut sembler hasardeux de vouloir, dans un cadre scolaire, évaluer des comportements qui seront des comportements sociaux, en fin de compte. Et que c'est bien dans la société, lorsque les étudiants vont fonctionner en tant qu'individu social, que la réponse sera donnée, est-ce qu'ils ont atteint ou pas. Bon. Deuxième élément de réponse. Le troisième, c'est qu'en tant que chercheurs, et en particulier pour l'éveil aux langues, nous avons bien sûr développé, dans des projets européens antérieurs, des batteries de tests. Que ces batteries de tests, pour vérifier si nous atteignions quelques-uns des objectifs que nous nous étions fixés par des interventions didactiques de type éveil aux langues. Ces batteries de tests sont à disposition. Bon, ils existent. Il y a 1000 pages d'un rapport qui a été fait à l'Union européenne sur le projet qui s'appelait le projet EVLangue. Maintenant, moi, je ne sais pas si on peut réellement utiliser ça pour une évaluation de type scolaire. Je ne sais pas. Merci beaucoup. J'aimerais bien vous laisser la parole aux gens qui sont dans le public, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire le bilan. Donc, quand on parle de plurilinguisme et pluriculturalisme, la compétence plurilinguisme et plurilinguisme ne représentent pas la somme des compétences qui sont déjà acquises. Il y a toujours un petit plus. Et quand on parle de l'application du cadre européen, et comment très souvent ce côté, cette philosophie plurilingue et pluriculturelle est oubliée. Si l'usage du cadre européen n'est pas accompagné de cette philosophie, ça n'aboutit pas à un bon résultat. Alors, dans l'enseignement des langues étrangères à l'université et aussi celle de la langue maternelle à l'université. Et je crois que tout à l'heure, M. Hosokawa, tout à l'heure, ce matin, a évoqué le problème de la citoyenne. Je crois qu'il y a un lien entre ces deux sujets. Donc, je vous recommande de relire nos préactes en prenant le déjeuner. Et je vous laisse maintenant partir pour le déjeuner. Merci beaucoup. Donc, nous terminons donc la séance prévue pour ce matin.